Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, le Journal des luttes revient sur les combats sociaux, syndicaux qui agitent notre société et comme on a l'habitude de le faire en donnant la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Merci à vous de nous soutenir. N'oubliez pas pour devenir abonnés sociaux ou faire un don ponctuel, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr ou actuellement sur tnt.lemediatv.fr. Vous pouvez également nous écrire au jdl@lemediatv.fr ou nous laisser un message au 06 86 46 08 46. C'est avec vous que le combat continue. Le journal des luttes, c'est parti. Au sommaire de cette édition largement consacrée à Julien Leguet, militant écolo, condamné à 6 mois de prison sous bracelet électronique pour ses actions militantes. Il sera avec nous dans cette édition hebdomadaire du JDL. C'est tout de suite. Figure centrale de la contestation écologiste en France, porte-parole du collectif Bassine Non Merci, Julien Leguet est depuis des années le visage de la résistance contre les méga-bassines. Mais aujourd'hui, c'est un tournant judiciaire que nous allons voir ensemble. Après les affrontements de Sainte-Soline et les actions de débâchage, le verdict est tombé, 6 mois de détention à domicile sous bracelet électronique. Une peine lourde qualifiée d'incompréhensible par ses soutiens, alors même que des relaxes ont été prononcés sur d'autres chefs d'accusation. Entre sabotage revendiqué par de nouveaux groupes et répression judiciaire record, où en est le mouvement? L'État a-t-il réussi à mettre un coup d'arrêt à la lutte pour l'eau? Julien Leguet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Quel est votre ressenti là? Donc je le disais en introduction, 6 mois sous bracelet électronique, c'est une peine qui vise généralement les délinquances de droit commun. Comment avez-vous reçu cette condamnation? Avec finalement beaucoup de violence et de surprise, puisque je rappelle que là j'étais jugé en appel sur des affaires qui en première instance avaient débouché sur des sanctions d'ordre financier. Je devais 20 000 euros à la COP de l'eau, la société anonyme qui pilote les projets de bassines en Deux-Sèvres. Et pour le coup, j'ai appris que j'allais être retenu à mon domicile pendant les 6 mois qui viennent. Et c'est évidemment ça correspond à une peine de prison ferme, en réalité, avec aménagement. Là où il n'avait jamais été question de ce type de sanction. Ce que j'avais encouru jusqu'à maintenant sur d'autres procès, c'était du sursis. Et on en reparlera, mais j'ai toute une batterie de procès qui m'attendent. Non, assez stupéfait par la violence de ce verdict. La procureure n'avait pas requis de telles peines. Et en effet, je suis pas seul à partager le fait qu'il y a une incompréhension totale par rapport à la manière dont la justice est rendue et appliquée dans d'autres dossiers. J'ai plaisir à dire que si je suis sous bracelet électronique, j'espère que j'aurai le même bracelet que Nicolas Sarkozy, qui lui a permis d'aller aux Bahamas et de faire des sorties toutes plus folles les unes que les autres. Que l'application de la loi, elle soit la même pour tous. Est-ce que pour vous, c'est une sentence qui est purement politique? C'est évident que les procès dont je fais l'objet avec d'autres camarades porte-parole, qui peuvent être issus d'organisations comme les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne, Sud Solidaire, la CGT, ça témoigne d'une volonté forte du gouvernement de museler notre mouvement en s'en prenant en premier lieu aux porte-parole et à ceux qui publiquement viennent argumenter le pourquoi ces projets de méga-bassines sont une véritable aberration écologique, sociale. Et oui, c'est évidemment, chacun de nos procès sont des procès politiques et où il se joue un rapport de force et un arbitrage d'un jeu particulièrement injuste où les gouvernements ont la plupart des cartes en main. Et si je ne remets pas du tout en cause l'indépendance des juges, je rappelle le rôle fondamental que jouent les procureurs dans l'instruction de chacun de ces dossiers, qui fait que quand nous, on est victime d'agression, il n'y a jamais d'enquête et ça fait toujours l'objet de non-lieu. Et à l'inverse, là, moi, je suis capable de passer en procès et de mobiliser tout un tas de magistrats et d'enquêteurs, etc., pour une question de vol de pelle à grains à Océalia, une pelle cassée, ou pour des tags dont il s'est avéré rétroactivement que ces tags, c'était de la craie, des choses qui s'effaçaient, qui ne créaient pas de dégradation. Donc, qui va arbitrer de savoir si on est des dangereux écoterroristes qui bénéficient d'une surveillance accrue et qu'à côté de ça, les gens qui nous blessent, les gens qui nous menacent, fassent l'objet d'aucune
d'aucune poursuite et d'aucune vigilance. Oui, c'est vraiment les procureurs qui ont entre les mains de nombreux arbitrages. Vous avez été relaxé par contre pour d'autres actions comme le débâchage. Comment vous interprétez justement que vous soyez relaxé pour certaines infractions et pas pour d'autres justement? Enfin, dans les affaires pour lesquelles j'étais jugé et j'ai eu le verdict le mercredi, il n'était pas question de débâchage. Il était question de dégradation commise lors des manifestations d'octobre 2022 et qui concrètement concerne principalement le fait qu'il y ait 123 grilles qui aient été mises au sol par les cortèges qui sont rentrés dans la bassine et que comme la juge a considéré que j'avais participé à un attroupement en vue de commettre des dégradations et que j'étais le seul identifié, je devais encaisser la prise en charge de l'ensemble de la réparation. Donc, dans le dossier là particulier, il n'est pas question de débâchage. Oui. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucune procédure, malgré les 25 débâchages auxquels ont pu être constatés depuis 3 ans maintenant. Je ne connais pas de procédure en cours sur de telles affaires. Au-delà de la prison, il y a aussi les sanctions financières qui sont très lourdes. J'imagine que c'est une stratégie délibérée pour asphyxier financièrement votre mouvement. Quand on reçoit un tel verdict, on essaie de l'interpréter en se disant comment il faut le lire. Je vois bien que l'internement à domicile, enfin la contention, le confinement au domicile, c'est un moyen d'empêcher le mouvement et peut-être que je puisse continuer à remplir pleinement mon rôle de porte-parole lors de différentes tables rondes, manifestations, etc. Donc c'est très coercitif. Et l'autre manière éventuellement de nous toucher, c'est également de venir nous toucher au porte-monnaie. Alors, moi, je suis dans une situation où il se trouve que je n'ai plus d'activité professionnelle régulière et je l'ai signalé aux juges qui, en théorie, doivent prendre en compte les ressources dans l'application des peines. Et j'hérite là sur ce jugement de pénalité à hauteur de 20 000 euros, un peu plus de 20 000 euros. La grande partie correspondant à des réparations envers la société anonyme qui fait les bassines, la Coop de l'eau. Si je refais le détail, c'est 11 000 euros, un peu plus pour les grilles, et 9 000 euros de frais de justice et de dommages et intérêts, parce que ces gens comme c'est pas dommages et intérêts, c'est, je sais plus quel est, préjudice moral, parce que vous voyez, ces gens ont aucun cas de conscience quand leurs agissements polluent les nappes phréatiques, détruisent le vivant, vident les rivières, mais ils n'aiment pas trop que on dénonce la place qu'ils prennent dans ce système mortifère. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, il y a d'autres procédures judiciaires qui vous attendent dans les prochains mois. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les détails de tout ça? Ouais, j'ai un agenda, c'est le marathon judiciaire. Il y a une audience qui est à déterminer, je ne sais pas si c'est demain ou dans 3 mois, c'est de passer devant le juge d'application des peines pour connaître concrètement en quoi consiste mon bracelet et quelle privation de liberté, quel périmètre, etc. Donc, et ça, c'est vraiment ce qui va faire que je vais voir l'impact sur mon quotidien, vraiment là. Et puis j'ai 3 affaires qui concernent notamment des faits de diffamation auprès de personnes qui ont joué un rôle majeur dans le maintien de l'ordre dans l'opération de Sainte-Soline 2, mais également de Sainte-Soline 1. Donc le 21 mai, je serai à Paris à 14h au tribunal de Porte de Clichy pour une affaire de diffamation à l'encontre de la préfète Dubé, qui était la préfète en place, qui a pris de nombreux arbitrages et qui a une place évidemment dans la chaîne de commandement qui a abouti au carnage de Sainte-Soline 2 à tous ses blessés et que j'ai qualifié d'assassine le 30 mars 2023 quand on se réunissait devant la préfecture et qu'on avait connaissance des difficultés rencontrées par Serge et Mika, qui était Serge était encore dans le coma à ce moment-là, et en effet, j'ai dit que dans ce qu'on avait vécu la semaine précédente, il y avait des arbitrages qui venaient d'un gouvernement assassin et appliqués par une préfète assassine. Donc là, il est vraiment question de liberté d'expression, en réalité. Ces propos-là, je les maintiens, c'est peut-être pas le bon qualificatif, mais en tout cas, ce que ça laisse entendre, c'est qu'elle a évidemment joué un rôle dans ce qui s'est passé et qu'un jour, il va falloir que ces gens-là soient eux aussi entendus devant des juridictions. Ça, c'est quelque chose que je lâcherai pas et on est nombreux qui maintiendront cette exigence jusqu'au bout. Il va falloir que les gradés qui ont donné les ordres et qu'on entend dans les images qui ont été vues, ils sont entendus. Il faut que les chefs de ces gradés-là, enfin que toute la chaîne de commandement en fait soit étudiée
pour savoir comment on a abouti à ces décisions de terrain, à ce comportement de la part des forces de l'ordre sur le terrain. Et dans le même état d'esprit, du coup, j'ai un procès en diffamation en appel à Poitiers le 29 juin, diffamation envers le colonel Vestieux, qui était le responsable départemental le plus haut gradé des Deux-Sèvres lors de toutes les manifs bassines de cette période-là, et qui a été cité dans un tag qui a été apposé le 1er mai 2023, juste après Sainte-Soline, alors que Serge était encore dans le coma, où il avait été marqué pour Serge et les 200 blessés de Sainte-Soline, Dubé, Vestieux, Darmanin en prison. Et sur ce tag-là, j'ai été déjà jugé à 3 reprises, à la fois pour des faits de dégradation et pour des faits de diffamation. Et sur les faits de diffamation, en première instance, j'ai été relaxé parce que le juge avait considéré qu'il n'y avait pas d'éléments probants pour m'imputer le tag. Et ce qui est paradoxal, c'est que le même juge, quelques mois avant, m'avait condamné parce que là, pour le coup, il trouvait qu'il y avait assez de preuves pour m'imputer la dégradation. Et là, en appel, j'ai été relaxé de la dégradation. Voilà. Le dernier procès, c'est le plus important, je pense, politiquement. Déjà parce que, pour le coup, je ne serais pas le seul à comparaître, mais je comparaîtrai avec Nicolas Giraud et Benoît Jaunet, qui sont les porte-parole de la Confédération paysanne du niveau national et du niveau de Sèvres, et avec Benoît Feuillu, camarade des Soulèvements de la Terre. Et le 27 mai, on va passer en appel à Poitiers pour l'organisation de Sainte-Soline 2, donc vraiment la grosse manif du 25 mars, et pour lequel, en première instance, j'avais écopé de 6 mois de sursis. Le camarade Benoît Feuillu, 3 mois de sursis. Il y avait un autre camarade qui n'a pas pu faire appel, qui avait aussi écopé de 6 mois de sursis. Et les camarades syndiqués qui avaient pris des peines d'interdiction de territoire et des amendes. Et donc, on va passer devant la même cour d'appel qui vient de me mettre 6 mois de bracelet sur l'organisation d'une manif interdite à Sainte-Soline, le 25 mars 2023. Effectivement, vous disiez marathon judiciaire, un véritable marathon judiciaire pour vous. Quand je vous entends, entre la condamnation que vous venez d'avoir là début mai, plus tous les procédures judiciaires qui sont en cours, le dialogue semble définitivement rompu avec le gouvernement. On est plus dans du rapport de force là en ce moment. Les agendas se superposent, mais je rappelle que les délais et la chronologie du droit et pas celle de la politique et de l'immédiateté. Là, aujourd'hui, je suis entendu sur des faits qui remontent de près de 4 ans, mais ça va évidemment dans le même sens, mais du coup, ça se percute. Évidemment que par rapport à ces différents gouvernements Macron, depuis des années, il y a une volonté avérée de passer en force et de ne pas entendre ce message fort qu'on porte très largement et collectivement avec beaucoup d'organisations. Ça déborde largement des sphères écologistes traditionnelles, ce mouvement anti-bassine. Ça concerne également des scientifiques qui disent à quel point ces projets sont aberrants, intenables, sont des maladaptations, c'est le terme qu'ils utilisent, et où on subit en même temps les effets du réchauffement climatique. Ça y est, on est dedans, on est dans le mur, et en dépit de tout ça, on apprend qu'il y a une loi du plomb avec des articles spécifiques pour faire passer en force les bassines et les considérés comme d'intérêt général majeur, alors que c'est vraiment tout l'inverse. Et ça, il n'y a plus besoin d'en faire la démonstration. Ce sont des outils d'accaparement de l'eau au profit de quelques-uns et au profit de l'agro-industrie. Il n'y a pas photo. On aura beau prendre le problème dans tous les sens. Ces projets, c'est une aberration écologique, c'est une aberration technique, scientifique, et c'est une aberration sociétale majeure. Et c'est en réalité, et c'est important de toujours avoir ça dans le focus, la plupart de ces ouvrages, quand le droit est passé, en fait, ils sont considérés comme illégaux. Je rappelle que la veille de mon verdict, on apprenait que le rapporteur public devant la cour administrative de Poitiers demandait à ce que 5 bassines, dont une qu'on a attaquée et qu'on a débâchée lors d'une de nos manifs en 2021, la bassine de Cranchaban, en réalité, l'État ou le rapporteur public qui représentait l'État lors de ces débats devant le tribunal réclamait la destruction de ces 5 bassines. Donc, on a un gouvernement qui est aux abois et qui, plutôt que de regarder concrètement aujourd'hui ce qui a généré la crise agricole, parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, là on parle de mes affaires judiciaires, mais ça nous occupe à finalement pas parler du fond. Et le vrai fond, c'est qu'on a une agriculture qui est exsangue, une agriculture où les gouvernements successifs ont conduit les agriculteurs dans des choix mortifères et dont il est urgent de les sortir. Et de parler de revenus agricoles, de comment aujourd'hui les agriculteurs regagnent de la dignité,
en reproduisant à nouveau ce qui est attendu par la société, que en fait la finance publique, elle n'aille pas à financer des méga-bassines, mais plutôt des projets de reconversion vers l'agroécologie et vers la relocalisation des productions, avec comme objectif majeur la reconquête d'un revenu digne et d'une condition digne pour les paysans paysannes. Ça, c'est vital. Et ça, il faut aussi qu'on trouve les espaces pour en parler et qu'on ne tombe pas dans le panneau de finalement un gouvernement qui pilote l'agenda judiciaire et médiatique. Il faut parler du fond. Et merci de laisser le temps pour pouvoir aborder ces questions-là. Effectivement, on est là pour ça. C'est ça aussi le journal des luttes. Vous avez déclaré que la lutte ne s'arrêtera pas à la porte de votre domicile. Ça ressemble un peu à cette phrase de « on peut enfermer un révolutionnaire, mais pas la révolution ». Et effectivement, pendant que vous étiez au tribunal, en tout cas condamné, il y a d'autres bassines qui ont été donc vandalisées. On va dire que les actions continuent malgré le fait de vouloir faire taire entre guillemets, les leaders. Ouais, alors j'ai récusé un terme, le terme de vandaliser, il est connoté. Les vandales, c'était des envahisseurs, c'était des peuples en réalité perçus comme des envahisseurs. Vous faites bien. Et je pense qu'il est plus adéquat de reconsidérer le vocabulaire et par exemple, pourquoi pas parler de désarmement, pourquoi pas parler d'opération de renaturation. En tout cas, factuellement, c'est une opération de débâchage qui a été revendiquée par un comité indépendant, autonome, qui se fait appeler l'amicale des débâcheurs permanents du Poitou-Charentes. Alors, ne me demandez pas qui c'est, hein, et vous pensez bien que je suis parfaitement écarté de ce genre d'opération nocturne, même si ne me demandez pas de condamner ou de commenter le résultat. Ça témoigne que le collectif Bassines Non Merci n'a pas l'exclusivité de la colère contre les bassines et n'a pas non plus l'exclusivité des moyens d'action. Et si les citoyennes et citoyens se retrouvent scandalisés par tout ce qui se passe aujourd'hui, on arrive à la conclusion que le seul moyen finalement que la loi sur l'eau soit appliquée, c'est de passer aux travaux pratiques. N'attendez pas que je commente au-delà ces agissements-là. J'en prends note, je prends acte. Et je rappelle que c'est ici les 24e et 25e bassines renaturées depuis 4 ans, en fait, depuis que il y a une bassine à Mosée qui a poussé le long de la rivière Mignon, avec la première bassine des 16 bassines des Deux-Sèvres. En tout cas, quand on vous entend, on sent que le combat est toujours là. L'État, malgré les peines infligées, ne vous a pas neutralisé, en tout cas n'a pas neutralisé le collectif Bassines Non Merci. Mais ne neutralisera la CGT qui prend part à la lutte, ou ne neutralisera les syndicats, la Confédération paysanne. Et la lutte, c'est l'ensemble de ces forces-là. Et ce dont témoignent les différents épisodes, entre ma condamnation, les victoires devant les tribunaux administratifs, les opérations de débâchage, etc., c'est que la lutte, elle est polymorphe. Et fort heureusement, elle ne dépend pas d'un individu. Et j'utilise souvent cette image de l'hydre. Hein. Moi, je suis qu'une tête qui dépasse. J'ai une espèce de mandat de ma part de mes camarades pour m'exprimer au nom de la lutte en tant que porte-parole. Mais je suis qu'un média et qu'un vecteur. Je suis ni le chef de cette lutte. J'y prends ma part pleine et entière. Mais c'est une vraie lutte collective au sens noble et divers c'est ce qui devrait aussi, c'est les enseignements devraient tirer le gouvernement. En opprimant certains d'entre nous, ils n'éteignent pas la colère. Au contraire, il fait que les gens constatent qu'il y a vraiment un gros souci et que cette question du 2 poids 2 mesures, évidemment qu'il est révoltant. Julien Leguet, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce journal des luttes. Je vais laisser les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas très bien encore regarder un reportage que le Média avait réalisé il y a quelques temps. C'est Lisa Lap qui l'avait réalisé sur vous. C'était un portrait de vous, militant anti-méga-bassine, qui consacre même sa vie, on l'a entendu à l'instant, à la lutte. Et comme on vient de l'entendre, ça peut lui coûter parfois. Je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder un extrait de ce reportage. L'histoire commence il y a 15 ans. Nous sommes dans le Marais Poitevin, près de Niort. La sécheresse est déjà bien connue des écologistes et des agriculteurs. Depuis les années 1980, le secteur du maïs et autres céréales se développe considérablement. Les paysages changent,
l'eau vient à manquer. Si on ne compense pas avec de l'irrigation, on ne récolte pas grand-chose, c'est tout. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. C'est un enjeu vital. L'eau, ressource essentielle pour ces grandes cultures. À quelques mètres, le Marais Poitevin et ses bassins versants, deuxième zone humide de France. L'État et les irrigants mettent un projet sur la table, construire des réserves de substitution dites méga-bassines. Des cratères de plusieurs hectares, bâchés et plastifiés pour pomper l'eau dans les nappes phréatiques en hiver et l'utiliser en été pour les exploitants irrigants. Démarre alors le collectif Bassines Non Merci, collectif qui lutte contre ces projets agro-industriels et tente de défendre le Marais Poitevin qui s'assèche. On n'est même pas capable de faire le retour d'expérience des 5 existantes. On n'est pas capable non plus d'aller dans les bassines pour voir la qualité de l'eau. Un des visages de cette lutte, Julien Leguet, co-porte-parole du collectif, sa vie est dédiée à la lutte. Julien et ses camarades multiplient les oppositions, les recours avec des associations, les premières manifestations à quelques centaines pendant des années. C'est tout le peuple face à l'agro-industrie. Malgré tout, le projet voit le jour. 16 bassines pour les Deux-Sèvres, des chantiers qui démarrent, des bassines aujourd'hui en service. Au total, une centaine de bassines sont prévues dans le Poitou-Charentes. Julien et le collectif ne s'arrêtent pas et ne sont pas seuls. Citoyens, collectifs, paysans, ONG, associations, syndicats, partis politiques, ils deviennent des milliers à dire non à ces projets agro-industriels. Une lutte qui coûte. On fait depuis 4 ans l'objet de menaces de mort, au-delà de menaces d'agression. D'avoir peur pour moi, non. D'avoir peur pour mes proches, oui. Je m'appelle Julien Leguet, je suis batelier dans le Marais Poitevin, j'ai 46 ans, je suis papa de 3 grandes filles, voilà. Il y a 6 ans, on a marqué une nouvelle étape dans cette lutte contre les bassines, puisque en Deux-Sèvres, il y avait déjà un projet qui était sur la table depuis plusieurs années et qui était bloqué politiquement à l'époque par le conseil régional, tenu ici par Ségolène Royal et avec surtout dans la commission agriculture des camarades qui sont encore aujourd'hui dans la lutte, tels que Benoît Biteau ou Serge Morin, et qui avaient tout de suite réussi à imposer que s'il y avait financement régional, c'était forcément pour aller vers une réelle sobriété, pas la sobriété à la Macron. Et donc, comme tous les projets allaient dans le sens d'une augmentation, la région avait réussi à ne jamais financer ces projets-là. Et on a senti le vent tourner quand on a entendu parler de ce redécoupage régional et quand on a compris qu'on allait être avalé par l'Aquitaine de Rousset. Et qu'à partir du moment où ce verrou allait sauter, il y avait de fortes chances que le projet de Sévrien revienne sur la table. Et ça n'a pas manqué. En moins d'1 an, le projet est arrivé avec d'abord un projet de 19 bassines, une enquête publique qui démarre en mars 2017, et qui est un petit peu le démarrage du collectif, puisque la première chose qu'on a incité à faire, c'était à ce que les gens du territoire aillent voir ce dossier, comprennent l'ampleur du péril. Et depuis, on est rentré en résistance. Aujourd'hui, le simple fait d'aller à une manif contre les bassines, c'est dans la désobéissance civile. Et une montée en puissance avec des actes forts, avec des manifestations où, par exemple, au mois d'octobre 2021, on pénètre sur une bassine illégale, une bassine qui n'aurait jamais dû voir le jour. Et à 3000, on débâche à visage découvert, pour la plupart d'entre nous, un ouvrage illégal. Et puis ensuite, il y a eu les manifestations sont allées crescendo en fréquentation. Aujourd'hui, il va falloir être très fort, il va falloir être très solidaire. Jusqu'à arriver à ce paroxysme de Sainte-Soline, où on se retrouve 25 000, 30 000 dans les plaines, les desserts de Sévrien, à tenter d'encercler une bassine et à se retrouver dans cette situation d'être face à 3000 hommes en armes, une armée, qui envoie en 2 heures de temps 5000 explosifs sur une foule bigarrée, composée à la fois de familles, d'enfants, de papis, de mamies, de tout un tas de gens plus ou moins, tous très engagés pour le coup, avec également des camarades plus déterminés et prêts à faire face à la barbarie militaire. Et avec ce bilan catastrophique de 200 blessés, avec des blessés graves, avec 3 camarades qui sont passés à côté de la mort. Et où on a subi de plein fouet toute la violence d'État dont Macron et Darmanin sont capables.
je fais l'objet d'un contrôle judiciaire. Je n'ai pas le droit de me rendre sur les communes de Sainte-Soline et de Mosée. Le jour de la manif, moi, le voyage s'est arrêté à mi-parcours. Je n'ai pas franchi le Rubicon. Et ce qui, évidemment, à titre personnel, fait faire des nœuds dans la tête, quoi. Quand on voit 25 000 camarades et puis qui partent comme ça, mes enfants, ma famille, les copains, les copines. Et puis que quand on voit qu'avant que le dernier cortège arrive, le premier cortège est à la bassine, et qu'à ce feu nourri de bombes létales, faiblement létales, d'après létales. L'après-midi, ça a été brancarder, voir les copains arriver, les copines une à une, les copains, des jeunes de 20 ans, défigurés, la boucherie, quoi. Donc, Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube, Le Média TV. Tout de suite, la suite de ce journal des luttes. Être étudiant étranger en France, c'est souvent une aventure pleine de péripéties. Cette fois, le gouvernement s'attaque à leurs frais d'inscription à l'université. Ils vont augmenter. 2 895 € par an pour une inscription en licence contre 178 aujourd'hui et 3 941 € pour l'année de master au lieu de 254 actuellement. Les syndicats parlent d'une mesure dangereuse et discriminante. Les universités françaises se sont mobilisées ce mardi 12 mai contre cette mesure. Notre journaliste Andrei Manivit a donné la parole aux étudiants qui sont dans les universités parisiennes. Construire des porte-avions, tout ça c'est dégueulasse. Et à côté de ça, les services publics ils sont en train de crever. Nous, on tri social concrètement parce que c'est un tri sur les moyens financiers. Si les frais concrètement ils sont augmentés, s'ils sont multipliés par 16, demain ce seront les familles riches qui pourront accéder à l'éducation, qui pourront accéder à l'enseignement supérieur. Et concrètement, c'est une rupture de l'égalité des chances. Moi, à la base, j'avais choisi Paris 1 spécialement parce que je savais que c'était une fac qui n'appliquait pas justement Bienvenue en France, que la présidence avait pris la décision de ne pas l'appliquer. Et là, du coup, ça me fait complètement reconsidérer mon choix d'études supérieures, quoi. Moi, je n'ai pas les moyens en fait, de payer 3 000 € pour l'année de licence. Déjà que je galère en ce moment avec mon logement, mon alimentation, etc. J'ai pas du tout les moyens financiers. Même si je prenais un travail à côté, c'est pas possible. Et mes parents ne peuvent pas m'aider financièrement avec ça. Du coup, 3 000 € je peux pas. Donc ça me ferait obligé d'arrêter ma scolarité, quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, il y a eu pas mal d'étudiants qui ont été frappés de mesures comme des OQTF, justement parce que des fois, ils se concentrent sur le travail plutôt que de se concentrer sur leurs études. Mais c'est normal parce qu'on leur demande de payer plus. Donc on est tous conscients que pour les étudiants, la vie est définie par un mot qui est la précarité. Et pour un étudiant extra-européen, c'est encore plus la réalité parce qu'on vient de pays qui n'ont pas la même réalité économique que la France. Aujourd'hui, ce décret qui interdit maintenant aux universités de pouvoir appliquer cette dérogation-là nous met encore plus dans une situation de précarité. Français ou étrangers, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Ils font partie de l'université, comme les étudiants français. Il n'y a aucune raison qu'ils doivent payer des frais d'inscription différents des étudiants français, alors que le service qui va leur être donné, c'est-à-dire ce qu'on leur enseigne, sera exactement la même qualité. Et donc, pour nous, c'est une forme de discrimination en fait, à l'égard de ces étudiants étrangers. En fait, on veut choisir des étudiants qui soient capables de payer 3 000 € en licence, 4 000 € en master. Donc on veut sélectionner en fait les étrangers comme il y a une immigration choisie finalement. Contre la loi raciste, on n'arrête pas de lutter. Allez, 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 oui on va tout bloquer. Et là on ne pourra nous arrêter. La
La semaine dernière, vendredi 8 mai, près de 2000 personnes étaient rassemblées à Saint-Nazaire pour une grande mobilisation antimilitariste. 81 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la coalition Guerre à la guerre des syndicats de travailleurs, mouvements politiques de gauche et collectifs locaux se sont réunis pour dire non à la marche vers la guerre, à la militarisation de la société et surtout au projet de porte-avions nouvelle génération nommé France Libre, qui verra le jour dans les chantiers navals de Saint-Nazaire dans la décennie qui vient. Une première manifestation du genre secouée par une charge policière violente pour confisquer une marionnette à l'effigie d'Emmanuel Macron et qui s'est terminée par l'immolation d'une maquette d'un porte-avions nommé France Liberticide. Reportage de Théo Perron. Ce vendredi 8 mai, environ 2000 personnes se sont rassemblées à Saint-Nazaire pour une grande mobilisation antimilitariste. Les organisations ont dénoncé une marche vers la guerre, une militarisation de la société et surtout le projet de porte-avions nouvelle génération nommé le France Libre. Nous ne voulons pas être complices de génocide, de crimes de guerre, parce que les actionnaires de l'industrie de l'armement ne visent qu'à ramasser des dividendes et sont des profiteurs de guerre, protégés par Macron et ses gouvernements. Macron a annoncé en grande pompe une fausse annonce d'ailleurs du porte-avions nouvelle génération, mais ça participe aussi à la militarisation des esprits et à laisser penser qu'il n'y a pas d'autre alternative que la marche à la guerre. Et ça lui va bien parce que lui, il fait partie des impérialistes et dans la logique impérialiste, il a raison. Nous, on pense que, y compris sur l'histoire de défense nationale, mais on n'est pas sur une défense nationale, on est encore une fois sur une défense des intérêts capitalistes. Et le porte-avions, on a beau l'appeler France Libre, il a des capitaux mondiaux, internationaux. Quand les armes parlent, ce sont toujours les mêmes dominations qui s'expriment. Le patriarcat, la domination, la possession des corps. La guerre n'est pas seulement un conflit entre États, c'est un système. Un système qui valorise la force, la virilité, la domination. Un système qui apprend aux hommes à être soldats et aux femmes à être sacrifiées. On est pour la paix, on n'est pas pour générer la violence et la guerre. Fabriquer aujourd'hui un porte-avions à Saint-Nazaire est une aberration économique et sociale. Il faut permettre aux gens de se convaincre, et non de les convaincre, de se convaincre que la solution, c'est de trouver des solutions, de la coexistence, d'échanger avec les autres, de trouver des moyens de travailler ensemble ou de se respecter. C'est pas d'aller se tuer les uns les autres. Pour avoir la paix, il faut préparer la paix, c'est pas la guerre. Oui, oui, mais c'est la démagogie. La paix pour laquelle nous nous battons, c'est une paix qui est révolutionnaire, une paix qui passe par le démantèlement du complexe militaro-industriel et l'autodéfense populaire. Pas de justice, pas de paix, pas de Palestine libre, pas de paix, pas de Congo libre, pas de paix, pas de Soudan libre, pas de paix, pas d'Iran libre, pas de paix en fait. On a des dirigeants qui effectivement ont une rhétorique trumpiste, c'est celle de la loi du plus fort. Macron il dit non seulement pour être respecté il faut être craint, mais il dit qu'il faut être un carnivore dans un monde d'herbivores. Donc c'est vraiment des métaphores vraiment naturalistes, hyper violentes, qui datent du siècle dernier. On voit très bien à quoi ça mène ce genre de rhétorique, ça mène à des guerres mondiales, des génocides, des désastres absolus et des conflits interimpérialistes. Et pour ceux qui vantent la question de l'emploi, parce que c'est souvent ça le chantage à l'emploi, on a la chance aujourd'hui avec nous d'avoir plusieurs syndicats ouvriers solidaires, la CGT, Force ouvrière, qui manifestent avec nous à Saint-Nazaire. Et ça, c'est très fort, parce que ça veut dire que la classe ouvrière organisée, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne veut pas de porte-avions nucléaire, elle ne veut pas de projet militariste. Et ce que proposent les camarades syndicalistes, c'est que
ils peuvent produire autre chose. 10 milliards, on peut faire énormément d'autres choses. C'est le prix de plusieurs hôpitaux, c'est le prix d'écoles, c'est le prix de bureaux de poste. Très concrètement, quand l'école d'à côté de chez vous, le bureau de poste d'à côté de chez vous ferme, c'est pour financer quoi? Des missiles et des porte-avions. On a retrouvé l'argent magique tout d'un coup, alors que tous nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux sont complètement exsangues. Et là, on retrouve de l'argent public pour l'économie de guerre. Et il faut le rappeler quand même, une économie de guerre qui est portée par des groupes capitalistes, des fonds capitalistes, qui touchent de l'argent public et qui vont refaire des dividendes, et eux sont des profiteurs de guerre. Pour moi c'est très clair, parce que si tu veux, moi je suis étudiante, je travaille de nuit à côté de mes études pour pouvoir payer mes études, je touche 730 € par mois. Aujourd'hui je suis même plus capable de faire un plein d'essence, et pendant ce temps-là, t'entends qu'il y a 30 milliards qui sont mis pour construire un autre porte-avions, t'entends qu'on supprime les places dans les universités, t'entends qu'on augmente les prix pour les inscriptions pour les étudiants étrangers, et en fait on voit que le monde qu'ils nous promettent aujourd'hui, c'est soit eux ou nous, c'est-à-dire que c'est soit nous qui sommes condamnés à la précarité, qui sommes condamnés à subir, voir sur les réseaux sociaux des génocides, des guerres, etc. Pendant que eux, en réalité, ils avancent, ils s'organisent pour nous embrigader, nous, dans les guerres de demain. Je pense qu'aujourd'hui c'est facile de tomber dans la résignation, dans le sens où en fait on a l'impression qu'ils sont trop forts en face de nous, on a l'impression que Trump est imbattable, que Netanyahou peut faire ce qu'il veut, que Macron n'écoute personne, etc. Mais la réalité c'est que les guerres, elles entraînent et elles génèrent toujours leur lot de contradictions, et pour moi elles ouvrent aussi des possibilités révolutionnaires. En réalité, nous, notre génération, elle n'est pas condamnée à l'impuissance. Notre génération, elle peut relever la tête, et elle l'a fait quand elle s'est mobilisée contre le génocide en Palestine dans les universités, quand elle s'est battue contre les violences policières après la mort de Naël, et tout ça, en réalité, c'est quelque chose que nous, on doit chercher à construire, à structurer, pour pouvoir justement proposer un autre avenir. Et moi, je pense que, honnêtement, moi, j'ai espoir qu'il est possible de construire un autre monde. Par contre, ça implique de s'affronter radicalement au système capitaliste et à l'avenir que nous, ils nous promettent aujourd'hui. Vendredi 8 mai, toujours plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place du Panthéon à Paris pour participer à un village antifasciste. Ce rassemblement intervenait à la veille d'un week-end marqué par le défilé du comité du 9 mai organisé chaque année par des néofascistes. La marche a été interdite par la préfecture de police, tout comme plusieurs contre-rassemblements antifascistes. Sur X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a salué l'action du préfet de police et des forces de l'ordre en affirmant que l'ordre et la tranquillité publique avaient été maintenus, à tel point que plusieurs journalistes qui couvraient les mobilisations ont été verbalisés. Deux de nos collaborateurs réguliers en faisaient même partie, Cédric Canton, qui préparait son reportage pour le Média, et Gaspard Klantz. Ils ont été nassés, empêchés de filmer, menacés, puis verbalisés, malgré leurs ordres de mission. On est revenu sur toute cette affaire avec l'avocat Alexis Baudelin et notre reporter Cédric Canton dans l'émission Toujours debout de lundi dernier. Merci beaucoup aux médias pour le soutien et m'avoir envoyé sur ce reportage. Tu disais très bien en introduction de cette émission, ça s'inscrivait dans le contexte du village antifasciste et des risques finalement qui entouraient le C9M. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore si toutes les interdictions allaient être levées ou pas. Donc j'ai pu effectivement filmer le village antifasciste. Un reportage a été publié ce matin sur la chaîne YouTube du Média. C'était donc le 8 mai 2026. Mais le lendemain, donc c'était le jour effectivement prévu pour le C9M, on avait eu des échos sur Telegram, sur X, sur différents canaux de rassemblements potentiels de l'extrême droite, notamment de militants du C9M dans les rues de la capitale. Avec certains de mes collègues, c'est notamment le cas de Gaspard Klantz, même de l'un de ses collaborateurs également de Taranis News, de Enzo Raboui, on a décidé d'aller au niveau de la rue des Pyramides, où on a eu des échos effectivement de militants d'extrême droite qui se rassemblaient et de contre-rassemblements antifascistes. C'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de commencer à filmer ces contre-rassemblements antifascistes lorsque les forces de l'ordre ont décidé en fait de me nasser auprès d'autres manifestants. Alors de tout début, effectivement, on nous a dit qu'on ne serait pas forcément verbalisé, dans la mesure où on avait des ordres de mission, datés notamment du jour même, et signés de la part du média qui justifie de notre activité professionnelle.
Quand j'ai commencé à constater finalement des irrégularités par rapport à la procédure, j'ai voulu sortir mon téléphone pour filmer un petit peu ce qui se passait. Quand le policier a justement voulu mettre la pression, m'a justement intimidé et a demandé à ce que je cesse de filmer, à ce que je range mon téléphone, et même à regarder en fait les photos, les vidéos que j'avais pu prendre. Et nous a ensuite du coup annoncé effectivement cette verbalisation d'un code de 135 € d'amende. Et j'ajouterais justement ce point qui me semble assez important. Lorsque Enzo Rabouille et moi avons dit à ces forces de l'ordre que nous avons des ordres de mission qui étaient précis, qui étaient datés, qui justifiaient notre activité professionnelle, les forces de l'ordre n'ont pas seulement refusé ou mal compris finalement cet ordre de mission, elles ont littéralement refusé de le lire. Donc on a été relâchés après à peu près une demi-heure de NAS avec cette contravention de 135 € d'amende. Ce qui était effectivement révoltant, on a décidé d'en parler directement sur les réseaux, sur les différents canaux du média. On a eu la chance d'avoir beaucoup de soutien de la part de syndicats, de la part du média, de la part de différentes organisations que on remercie évidemment très sincèrement. Et évidemment, on a refusé aussi de signer cette contravention et on compte faire de notre maximum pour la contester par la suite. Tu disais, tu n'as pas été le seul, tu as cité bien sûr Gaspard Clantz et Enzo Rabouille. Je propose de regarder les images de la verbalisation donc, de Gaspard Clantz et on en parle juste après avec vous, Alexis Baudelin. Le deuxième, une carte de presse, monsieur. Vous avez indiqué... Bonjour monsieur. Pas de carte de presse? Non. Parfait, vous pouvez verbaliser alors. Verbaliser pourquoi? Vous connaissez ça? Vous êtes journaliste? Oui, c'est bon. Mais oui, mon collègue il travaille avec moi. Non, il n'a pas de carte de presse, il n'est pas journaliste. Donc, monsieur, il est présent pour manifester sur un site où on a l'interdiction de manifester. Donc, monsieur, on va verbaliser. La commission de la carte d'identité des presse journalistes a fait cet article pour indiquer justement aux personnes qui ne sont pas au courant. Monsieur dispose-t-il d'une carte de journaliste? Mais vous voulez, non, vous pouvez prendre la peine de... Répondez à ma question. Monsieur dispose-t-il d'une carte de journaliste? Il n'a pas besoin d'être carte journaliste pour être journaliste sur l'espace public. Non, c'est une plaisanterie quoi. Non, c'est... Donc, mais monsieur, d'accord, le nombre de personnes qui s'improvisent journalistes, vous n'imaginez pas. Donc, non mais c'est autre chose. À partir de là... Question. Non, mais... question, il y a la loi et puis il y a votre interprétation. La loi, elle dit... vous allez m'expliquer comment je dois interpréter la loi? C'est pas moi, c'est la commission indépendante. C'est la commission professionnelle de la carte de presse. Est-ce que ce monsieur dispose d'une carte de journaliste? La commission qui distribue la carte de presse a indiqué que ce monsieur n'a pas obligation d'avoir la carte. Il sera en mesure de contester la verbalisation. Parce qu'il est présent sur un site qui est englobé par un arrêté d'interdiction de manifester. Donc, monsieur va être verbalisé. Vous avez une carte de journaliste. D'ailleurs, si la carte de journaliste n'est pas utile, je vois pas du tout pourquoi vous en avez une. Mais j'en ai pas. Ah, vous n'avez pas de carte de journaliste? Non, j'ai un ordre de mission. Si monsieur n'a pas de carte de journaliste, il sera verbalisé également. Alexis Baudelin, vous êtes avocat. Comment vous réagissez à ces images? Est-ce que l'absence de carte de presse est un motif de verbalisation? Non, je crois que Gaspard Clantz, votre journaliste que vous aviez mandaté à l'occasion de ce reportage, l'explique très bien dans cette vidéo. Il n'y a ni besoin d'une carte de presse, ni même d'un quelconque document officiel. L'ordre de mission peut suffire à lui-même et la preuve d'exercer une activité professionnelle qui a trait aux journalistes suffisent justement pour ne pas être considéré comme un manifestant et être considéré au contraire comme journaliste et bénéficier à ce titre-là de toutes les protections et de tous les droits attachés. Alors ça en devient quand même assez risible. Alors pour Gaspard Clantz, c'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de situation, mais je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui en font aussi les frais, justement de ce zèle de la police qui vient demander une justification de l'activité de journalisme par cette fameuse carte de presse, encore une fois, qui n'est pas obligatoire, et d'un autre côté, ces policiers qui se permettent effectivement de mettre des contraventions qui sont totalement illégales, considérant que les journalistes n'ont rien à faire là, seraient eux aussi des participants à la manifestation. Et tout cela est complètement illégal et attentatoire aux droits des journalistes. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le JDL, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de nous soutenir pour notre campagne vers la TNT Île-de-France. Allez sur soutenez.lemediatv.fr ou tnt.lemediatv.fr. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur le média et je vous laisse avec la suite de nos programmes.